Lundi matin, 27 mars 1972, à Laguna Niguel, en Californie. À la United California Bank, les employés étaient sur le point d'ouvrir la banque au public. Le gérant tenta de déverrouiller la porte de la chambre forte, mais n'y parvint pas. Somebody call the safe company. « 20 minutes plus tard, un technicien arriva pour vérifier le mécanisme de verrouillage de la porte. Il travailla pendant plusieurs heures. La combinaison était la bonne et la serrure ne faisait pas défaut, mais inexplicablement, même l'expert était incapable d'ouvrir la chambre forte. Pour trouver une autre façon d'entrer, il monta sous les combles au-dessus de la pièce. Il fut stupéfait en voyant qu'un trou avait été pratiqué dans la toiture. Sous lui, une autre ouverture béante menait à la chambre forte. On dépêcha aussitôt des agents du bureau du FBI de Santa Ana sur les lieux. Le premier à examiner la scène du crime fut l'agent spécial Jim Conway. Dès qu'on est arrivé, on est monté au-dessus de la chambre forte. En regardant à travers le trou, on a pu voir un tas de décombres de 2 mètres de haut. Une fois dans la chambre forte, le technicien remarqua qu'un tournevis coinçait le mécanisme de verrouillage. Les agents en déduisirent que les voleurs avaient ainsi cherché à retarder la découverte de leur crime. L'endroit était sans dessus-dessous. J'ai tout de suite vu que nous devrions consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour tirer tout ça au clair. Ce n'était pas une scène de crime qu'on pouvait tout simplement commencer à fouiller. Quelques-uns d'entre nous ont pu entrer, regarder tout autour et voir l'ampleur des dégâts. On marchait littéralement sur des montres, des bagues et autres objets de valeur éparpillés à travers les fragments de ciment. L'agent spécial Frank Kelly commença à faire le tri. Tout était éparpillé. Il y avait des mèches de cheveux, toutes sortes d'états de compte, des photos, des choses que les gens laissent habituellement dans leur coffre bancaire. Il y avait même des urnes funéraires contenant les cendres de personnes décédées. Les agents commencèrent la tâche complexe de déterminer comment les voleurs étaient entrés dans cette chambre forte. Ils remarquèrent la présence de terre noire et de jute à travers les décombres. À l'extérieur, ils constatèrent que le dispositif d'alarme sonore avait été désactivé. Il y avait également une échelle. En interprétant les indices, les enquêteurs purent reconstituer la façon dont les voleurs étaient entrés dans la chambre forte. Ils avaient d'abord désactivé l'alarme en vaporisant du polystyrène liquide à l'intérieur. En durcissant, celui-ci avait bloqué le système et neutralisé tout le mécanisme. Ensuite, les voleurs étaient montés sur le toit. Les enquêteurs trouvèrent du ruban adhésif près d'une prise de courant, ce qui indiquait que les voleurs avaient vraisemblablement utilisé l'électricité de la banque. Comme il n'y avait pas d'empreinte digitale sur le ruban adhésif, les voleurs devaient porter des gants. Ils avaient pratiqué une ouverture à la scie électrique de 3,60 mètres carrés.
Une fois sous les combles, les voleurs avaient visiblement su comment neutraliser le système d'alarme silencieux. Ils ont pris 2 des fils transmettant le signal d'alarme, ils les ont coupés puis soudés ensemble. C'était du travail d'experts. On a tout de suite vu qu'ils avaient bien appris leur leçon. Même si le système d'alarme avait été désactivé, 40 cm de béton armé les séparaient encore de la chambre forte. Le seul moyen d'y entrer serait d'utiliser des explosifs. Les agents croyaient que les voleurs avaient perforé le ciment pour y insérer des bâtons de dynamite et des détonateurs. Il fallait que la force de l'explosion détruise la plaque de ciment sans blesser les voleurs. Et sans que le bruit n'attire l'attention. La présence de fragments de toile de jute indiquait qu'ils s'étaient bien préparés. Ils ont placé des sacs de jute sur les explosifs. C'était non seulement pour étouffer le bruit, mais aussi pour diriger l'explosion vers la chambre forte. La diriger vers le béton, comme prévu, plutôt que vers eux. Sur l'armature du béton, les enquêteurs relevèrent des traces de brûlure. Ils en conclurent que les voleurs savaient que la détonation n'aurait aucun effet sur l'acier. Ils avaient donc apporté un chalumeau. Ils se concentrèrent ensuite sur l'évaluation des pertes. Selon les responsables de la banque, 50 000 $ manquaient. Mais les voleurs ne s'étaient pas contentés de l'argent liquide. Ils avaient pris le temps d'ouvrir les 458 coffres bancaires. À en juger par les traces d'outils sur les serrures de ces coffres, les voleurs s'étaient servis d'un instrument pointu pour les ouvrir un à un. Ensuite, ils avaient soigneusement trié leur contenu, n'emportant que ce qui les intéressait. Les bandits étaient si bien organisés que personne ne les avait vus ni entendus entrer et sortir de la banque. En 1972, la plupart des banques étaient fermées pendant le week-end. Les agents conclurent que les voleurs avaient tiré parti de cette situation. Il semblait qu'ils étaient venus à plusieurs reprises pendant le week-end. Ils étaient entrés le vendredi soir et n'avaient quitté définitivement les lieux que tard le dimanche soir. Non seulement les voleurs avaient-ils perpétré ce crime avec succès, mais en plus, ils n'avaient pas laissé une seule empreinte derrière eux.